Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le YouTube Live de ce mois d'août 2024 avec moi Joyce Villaume-Ledon et nous avons une invitée qui est Justine, qui est notre Jyotishi à l'école Ayurveda et Conscience. Et donc je vous invite à la découvrir ou à la redécouvrir sur ce qu'est le Jyotish. Elle va également vous donner des conseils, vous donner les influences du mois d'août et ensuite je répondrai à vos questions. Donc bienvenue dans ce nouveau YouTube Live que je fais chaque mois avec grand plaisir et bonheur, même pendant les vacances. Bonjour Justine, Bonjour Joyce, bonjour à tous. comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Très très bien. Toujours très bien quand je fais un YouTube Live. Alors dis-moi, c'est quoi le Jyotish? Alors, le Jyotish, c'est la science de la lumière et c'est l'astrologie dans la culture indienne. Donc, c'est la science sœur du yoga et de l'Ayurveda. Et le Jyotish, en fait, est vraiment indissociable du yoga et de l'Ayurveda parce que le Jyotish nous sert à comprendre les influences planétaires sur l'individu, alors que ce soit au niveau de sa psyché, mais aussi au niveau de sa santé, de sa vie en général, parce que c'est un peu la lecture de notre karma, de ce qu'on est venu expérimenter dans cette incarnation. Hyper intéressant. Mhm. Et du coup, comment ça se passe? Mettons, je fais du yoga. Quel est l'intérêt pour moi d'aller faire du Jyotish? Euh, Comment ça s'articule avec les autres sciences? C'est quoi l'intérêt en fait? Alors, il y a énormément d'intérêts. Déjà, le Oui, c'est premier sûr. intérêt, c'est l'intérêt personnel. En tout cas, quand on fait face des fois à certains challenges, qu'on ne comprend pas trop pourquoi est-ce qu'on vit certaines expériences, qu'on n'arrive pas à sortir de certaines expériences, que ce soit des expériences qu'on vit actuellement ou qu'on ait vécues par le passé qui nous ont laissé des marques, utiliser l'astrologie nous permet de comprendre un peu quelles sont les empreintes planétaires dans notre thème et de mettre en place ce qu'on appelle des upayas, qui sont des remèdes, tout simplement. Alors, Hmm. les remèdes, un peu comme avec l'Ayurveda, on va mettre en place des pratiques, soit par des chants de mantras, soit par le fait de porter certaines pierres, voire même utiliser des pratiques de yoga qui peuvent être adaptées, que ce soit certains pranayamas, certaines postures, certaines routines aussi. On peut aller sur des choses beaucoup plus simples, même des choses aussi un petit peu plus psychologiques, bien sûr sans faire de la psychologie. Mais on peut en tout cas essayer d'aller comprendre la psyché humaine, comprendre un petit peu les emphases et aussi savoir quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça se finit. Parce que toute chose a une fin et tant mieux pour nous dans certains cas. Ouais. Et on va pouvoir aussi avoir une perspective sur l'avenir, donc pas que sur le passé, mais aussi sur l'avenir, sur les probables changements qui peuvent nous arriver et qui vont arriver de toute façon. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect, apprendre à être maître de sa vie et à utiliser les remèdes pour acquérir une certaine expertise dans cette expérience qui est l'incarnation. Et puis après, il y a l'outil du Jyotish dans notre pratique en tant que praticien ou professeur de yoga. Parce qu'on sait qu'en Inde, il y a énormément de célébrations, il y a beaucoup de cultes, il y a beaucoup de culture, que ce soit par le chant de mantra, que ce soit par les associations avec les divinités, etc. Utiliser l'astrologie, ça nous permet de comprendre les mouvements cycliques des astres, comprendre comment ça nous impacte nous, mais aussi les autres. Et quand on fait de l'Ayurveda et du yoga, on aime bien aussi comprendre comment l'autre fonctionne. On a aussi envie des fois de faire une emphase sur la culture. Pourquoi est-ce qu'on célèbre Hanuman à telle date? Pourquoi est-ce qu'on jeûne à Ekadashi le 11e jour de chaque mois, etc. Donc c'est vraiment aussi comprendre le contexte culturel dans lequel on baigne quand on fait de l'Ayurveda et du yoga. Et finalement aussi s'aligner avec ce qu'on appelle le Panchang, le calendrier solilunaire. Donc c'est super intéressant voilà, pour tous les curieux et tous les passionnés de l'Inde en général. Et surtout quand on va en Inde et qu'on a envie de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde est-ce que tout le monde va au temple ou tout le monde fait telle ou telle action ce jour-là, et ben on peut savoir grâce à l'astrologie. C'est un peu comme l'Ayurveda, en fait, on se remet en phase avec le mouvement de la vie, mais par une autre fenêtre, pour que les choses se passent mieux pour nous, autour de nous, en fait, hein. C'est un outil d'harmonie, en fait. Totalement, c'est exactement ça. Et pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, pour simplifier, parce que bon, moi je suis juste une débutante, archi-débutante du Jyotish, mais par exemple, ce qui est intéressant, c'est que quand vous connaissez votre thème, vous savez qu'il y a telle planète, vous allez rentrer sous l'influence de telle planète. Et déjà comprendre, déjà le comprendre, c'est parce que quand il y a certaines choses qui nous arrivent et surtout des choses qu'on veut pas nécessairement, et ben on se dit ah oui, il y a quand même quelque chose.
Donc, mettons, je rentre sous. Moi, il y avait une phase qui m'avait traumatisée. C'est quand je suis rentrée. Il y a Saturne qui est un peu rentré de manière un peu forte dans mon thème. Je l'ai senti passer. Et bah, ce qui est génial quand on consulte un Jyotish, c'est qu'il vous dit pas, bon, bah, c'est ballot, hein, vous avez Saturne pendant ouf, 1 an et demi, bon courage, hein, ça va être galère. Eh ben non, il va vous dire déjà pourquoi ça vous arrive, et puis il vous donne des remèdes. Donc, comme disait Justine, des mantras à faire, des pierres à porter, et on sent graduellement que si comme on avait mis un écran sur cette influence, c'est que les choses s'adoucissent et la période est beaucoup plus facile à vivre. Et puis, c'est porteur de sens puisque chaque planète va vous apporter aussi un travail intérieur, une touche, une compréhension. Donc, c'est très, très profond. Donc voilà globalement l'importance du Jyotishi et pourquoi on l'a introduit à l'école Ayurveda et Conscience, puisque c'est connexe à l'Ayurveda d'une part, et justement, nous qui travaillons à développer notre conscience et à comprendre ce qui nous arrive et à pouvoir avoir un impact sur notre réalité, le Jyotishi, c'est extraordinaire pour ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Et donc du coup, on veut savoir, là on est au début du mois d'août, c'est quoi nos influences du mois d'août? Alors déjà, vous serez contente de tous savoir que Mercure a commencé sa rétrogression. Alors, on parle souvent de Mercure rétrograde et c'est vrai que c'est pas la planète qu'on apprécie le plus quand elle est rétrograde. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, Mercure représente notre esprit, notre intellect. C'est un peu notre manas, tout ce qui se passe au niveau de nos pensées. Donc forcément, quand Mercure est rétrograde, il va avoir un mouvement à reculons. Donc nos pensées, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont reculer, elles vont venir être revisitées. Donc on va avoir tendance à faire le petit moulin. C'est un peu ça l'idée avec la rétrogression de Mercure. Alors Mercure est régulièrement rétrograde et on va pas se mentir, le mental, c'est quand même une grosse problématique chez l'humain parce qu'on pense souvent, on pense beaucoup et on aimerait des fois que ça s'arrête. Donc cette rétrogression, elle est particulièrement forte parce qu'ici, Mercure va rétrograder du signe du lion au signe du cancer. Le signe du lion, c'est un signe qui porte l'élément du feu et le cancer, c'est un signe qui porte l'élément de l'eau. Et quand on passe d'un signe de feu à un signe d'eau, il faut s'imaginer, c'est un peu comme si on avait une casserole où on faisait bouillir de l'eau. C'est un petit peu ce côté bouilloire. Donc on va avoir ce mental qui va porter un peu cette énergie de feu d'une bouilloire, comme si on faisait chauffer des pâtes. Et ce transit, ça s'appelle un Gandanta, transit d'un signe d'eau à un signe de feu ou inversement. C'est pas forcément évident, surtout qu'on va se retrouver ici dans un nakshatra. Les nakshatras qui sont les 27 constellations associées à l'astrologie indienne. Et ce nakshatra s'appelle Ashlesha. Et Ashlesha, ça fait penser au serpent, un peu à Ka dans le livre de la jungle, ce serpent qui veut hypnotiser Mowgli. Donc on a ici un esprit qui va avoir tendance peut-être à s'hypnotiser ou peut-être même s'auto-hypnotiser. Donc on va être vraiment sur une période en août où on va peut-être avoir envie de mettre en lumière où est-ce que je m'hypnotise, où est-ce que je suis dans ma propre illusion, où est-ce que j'ai un serpent qui danse et qui ne veut pas me montrer les vraies choses que je devrais voir. Donc on peut peut-être aller chercher un petit peu, en anglais, ce qu'on dirait self-deception, l'auto-tromperie peut-être en français. Dans quelle sphère de ma vie je me mens finalement et où est-ce que je dois plutôt aller déblayer, enlever un petit peu toutes ces illusions que j'ai pour obtenir finalement un nettoyage et une vérité sur certains domaines de vie. Donc ça, c'est plutôt au niveau de notre mental. Après, au niveau global, vous vous doutez, si Mercure représente notre mental, ça représente aussi notre communication. Donc les communications peuvent être relativement entravées une grande partie du mois d'août et ça se ressent au niveau global. Si on suit un petit peu l'actualité, on voit qu'il y a quand même eu certains conflits, notamment au Bangladesh et notamment aussi en Angleterre. Ces conflits qui sont liés probablement à des manques de communication et aussi du coup à cet esprit qui s'enflamme par ce mouvement rétrograde et Gandanta. Donc, on peut s'attendre quand même à d'autres mouvements de ce type tout le mois. Même au niveau économique, ça peut être embêtant parce que Mercure, on l'associe à la partie nord, en Vastu, qui est le feng shui indien, et le nord, c'est la partie de nos finances. Donc, ce mois-ci, c'est pas un mois où on va faire des gros investissements. Et on a vu d'ailleurs juste hier, au 6 août, on a eu un petit crash boursier, ou en tout cas des turbulences sur le market de Wall Street. Donc, on fera quand même attention avec ses finances pour ce mois d'août. On ne fait pas de gros investissements, ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer non plus, mais on fait un petit peu attention. Et on se prépare en tout cas pour la rentrée en septembre qui devrait être relativement un petit peu plus calme. Ce qui est quand même intéressant de se noter, c'est que ce mois d'août, dans la culture indienne, c'est le mois de Shravan. Le mois de Shravan, c'est pas un mois anodin. C'est un mois en fait qui a commencé à partir de la pleine lune du 21 juillet. Donc ça date déjà de quelques semaines. Mais ce mois de Shravan, c'est le mois associé à Shiva. Et c'est un mois où tous les lundis, on est censé jeûner faire abhishek, c'est-à-dire verser du lait, du miel, en tout cas faire des offrandes
un Shiva Lingam en l'honneur de Shiva et on chante les mantras à Shiva tous les lundis de ce mois de Shravan et c'est censé enlever en tout cas tous les blocages et nous reconnecter à cette conscience universelle. Donc, Super. pour le coup, si vous traversez un mois d'août un peu chaotique, où il fait un peu chaud, on sait aussi que c'est la saison de la mousson. Puis on a vu qu'avec le temps, entre le chaud et la pluie, on pouvait en France, en tout cas cette année, avoir un petit peu ce temps de mousson. Faire La du Mercure coup, qui rétrograde aussi sur le climat, en fait. On passe du feu à de l'eau aussi, hein. c'est vrai que du coup, ça a eu peut-être un impact sur le climat, mais en tout cas, cette année, on a vraiment en tout cas, un temps indien, vraiment le mois de Shravan, qui est un temps de mousson, en tout cas en Inde. Pour nous, en France, on l'a eu aussi. Et c'est vrai que du coup, avoir ces rituels, en tout cas associés à Shiva, ça peut vraiment aider à nous débarrasser de ces pensées qui pourraient prendre beaucoup de place ou en tout cas de tous ces challenges qu'on pourrait, faire face. Donc dédier notre temps, notre énergie à Shiva tout le long de ce mois, ça peut vraiment être essentiel, surtout si on en sent le besoin en tout cas. Ah, c'est top en fait, du coup, grâce au Jyotish, le fait que parce qu'effectivement, quand Mercure rétrograde, on le voit même sur Instagram ou tout ça, on a l'impression qu'il y a un truc de grave qui est en train de se passer. Mais en fait, là, tu le présentes sous forme d'opportunité. En fait, c'est l'opportunité de me débarrasser de mes propres illusions. Et en plus, tu me donnes le remède, c'est ben, je vais travailler par exemple avec Shiva, faire des mantras à Shiva tous les lundis, donc c'est hyper précis. Et du coup, tu transformes cette difficulté en opportunité pour que, par exemple, ma rentrée soit meilleure, quoi. C'est génial. C'est exactement ça. Finalement, tout est une question de perspective. Finalement, une situation reste neutre. La seule chose qui change, c'est notre perspective. Est-ce que j'aime la situation ou est-ce que je ne l'aime pas? Une même situation pour 10 personnes, elle sera interprétée totalement différemment. Absolument. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le Jyotish, ça nous permet de voir à partir de nos propres yeux comment est-ce que je décide d'interpréter les événements qui m'arrivent. D'ailleurs, le Jyotish, c'est l'œil des Védas. Et c'est pas pour rien, c'est l'œil avec lequel on décide de percevoir le monde. Hmm. Donc, ce mois de Shravan, il va se terminer à la pleine lune. Donc, cette pleine lune, elle aura lieu le 19, le lundi 19 août. Donc, vous pouvez du coup jeûner les lundis 12 et 19 pour le coup. Et le 9, le vendredi 9 août, on aura aussi ce qu'on appelle Nag Panchami, qui est une célébration en l'honneur des serpents. Et ça, c'est très intéressant pour toutes les personnes qui connaissent déjà leur thème et qui ont des problématiques, notamment avec Rahu et Ketu. Rahu et Ketu, qui sont des éclipses, qui sont des démons, en fait, dans la mythologie indienne, qui viennent souvent nous embêter parce que ce sont des démons et des problématiques d'ordre karmique, c'est-à-dire que Ketu étant plutôt le karma qui revient des vies passées, donc ce qu'on n'a pas trop le choix de devoir expérimenter dans cette vie. Et Ok. Raoult, c'est plutôt nos illusions, nos désirs d'incarnation, là où on veut aller, mais en même temps notre zone d'inexpertise. Et Nag Panchami, c'est une célébration où on va aller vénérer les serpents. Alors, c'est vrai que ça peut faire un peu peur, on va dire, vénérer des serpents, ça peut être un petit peu flippant, mais le serpent a une grande symbolique. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à ouvrir un livre des symboles, parce que finalement, ça va vraiment nous donner plein d'indications. Et le serpent, il a à la fois cette énergie du vice et de la vertu, parce qu'il est finalement à la fois le poison, mais aussi le remède. Même en Ayurveda ou même dans les pharmacies, on voit souvent des Exact. serpents qui Exact. s'affichent. Et finalement, on est à la fois nous-mêmes notre propre vice et notre propre poison. Donc, sur ce vendredi 9, n'hésitez pas du coup à avoir peut-être cette petite introspection qui du coup est totalement en corrélation avec notre nakshatra de Ashlesha et avec notre Mercure rétrograde. Quand est-ce que je me trouve dans une phase de vice ou j'ai un comportement où du coup là je me laisse un petit peu avoir par mes propres illusions et au contraire comment est-ce que je peux être plus dans la vertu? Et bien sûr on peut chanter des mantras associés au naga, notamment le naga stotram. Alors ce sont des mantras qui des fois peuvent être un petit peu longs, donc n'hésitez pas à simplement les Nagastotram, mettre. hein. Hmm. C'est ça. Et ils se Pour ceux retrouvent qui très veulent facilement taper sur sur. YouTube. Donc voilà, faut pas s'inquiéter si on sait pas prononcer les mantras, si on sait pas faire tout ça. On tape sur YouTube et on trouve très facilement les mantras. Hmm. C'est génial. Franchement, si j'avais le temps nécessaire, j'apprendrais le Jyotish. Je ferais ça à la retraite, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais avec plaisir, on t'attend Joyce pour Ah apprendre le oui, Joyce. il me manque ça. En tout cas, ben, quand on t'écoute, moi, je suis vraiment ravie voilà, que tu sois notre Jyotishi à l'école. C'est vraiment ce qu'on souhaite transmettre à Ayurveda et Conscience, c'est-à-dire des connaissances profondes qui donnent du sens, mais aussi qui donnent un pouvoir sur sa vie. Et donc, c'est extraordinaire. Et je crois que tu as choisi la question d'une personne pour donner ton éclairage. Donc, je crois que c'est Nathalie qui a cette chance aujourd'hui. Est-ce que tu peux lire sa question? Tu veux que je la lise?
Je veux bien que tu la lises si tu l'as sous les yeux. Alors, je vais la récupérer. Bonjour, merci pour vos lives qui sont très riches d'enseignements. C'est la première fois que je pose une question. J'espère la formuler suffisamment clairement. Ma situation personnelle et professionnelle est totalement à l'arrêt. Il n'y a pas d'autre mot possible. Je suis toujours en cheminement personnel, thérapie, micronutrition, ayurveda, réflexion. Et malgré un gros travail sur moi depuis bien longtemps maintenant, je doute de pouvoir trouver une issue à tout cela. Je sais que le problème vient de moi. Je ne sais plus où aller, voie professionnelle, vers quoi avancer, quelle est ma mission de vie. Je sais que c'est un bien grand mot. Peut-être me faut-il encore un peu de temps. J'aimerais savoir si votre intuition vous permet de voir un possible changement prochainement, dans les semaines ou les mois, aussi minime soit-il. Un grand merci. Alors moi, avec l'intuition, je peux pas, spécialement me connecter comme ça à quelqu'un, mais par contre avec l'audio-éthique, c'est quelque chose que l'on peut voir. Alors ici, Nathalie, ce qui serait intéressant, alors soit tu peux faire ton thème, soit tu peux décider d'apprendre l'astrologie ou simplement déjà commencer à mettre, quelques petits remèdes en place. Mais, ce serait déjà d'aller voir quelle pourrait être la planète en cause. Souvent, la planète en cause, quand on est, dans des grosses périodes de changement et de réflexion, c'est souvent Saturne. Alors Saturne, pareil, c'est aussi une planète qu'on n'aime pas souvent parce que c'est la planète du karma, de la lenteur, mais c'est aussi la planète de la discipline, de la rigueur. Et si on est vraiment raccord avec Saturne, on peut avoir énormément de débouchés qui s'ouvrent à nous pour peu que l'on se mette dans cette discipline et dans cette dévotion, ce qu'on appelle bhakti. Les grands remèdes à Saturne, souvent c'est les mantras à Saturne, mais également aussi les associations avec Hanuman. Hanuman, c'est le dieu singe dans la culture indienne et c'est celui qu'on va voir comme le grand dévot. On le représente souvent avec la poitrine ouverte dans lequel on voit dans son cœur Rama et Sita, donc qui sont voilà les deux ces deux grands dieux qu'il est allé sauver. Il a sauvé Sita surtout. Et en tout cas dans cette représentation, on voit vraiment la dévotion de Hanuman envers la conscience. Donc, Rama et Sita qu'on peut vraiment voir comme Purusha et Prakriti dans une certaine mesure, en tout cas toujours cette association entre le féminin et le masculin. Donc, en tout cas, chanter Hanuman peut vraiment nous aider à ouvrir notre cœur, à avoir cette dévotion, cette bhakti. Et quand on est dans des périodes sombres, des périodes de doute, Hmm. être avec Hanuman, c'est comme si on était bercé par Hmm. quelque chose de plus grand que nous qui venait nous donner de la force. Hanuman, c'est un grand guerrier, c'est celui qui porte la massue, donc il a quand même cette symbolique de la force. Donc quand on a besoin de courage, de vaillance pour avancer, et même quand on est perdu, eh ben, Hanuman peut vraiment du coup nous aider. Donc Hanuman, il a un très joli mantra qui est très court, qui fait le Om Ham Hanumate Namaha, qu'on peut chanter 108 fois en faisant face au sud. Alors, simplement regarder sur son téléphone où est le sud. Mais en chantant Hanuman, on s'enlève vraiment tous les challenges qui peuvent être associés à Saturne. Alors bien sûr, ici, c'est une supposition. Est-ce que c'est Saturne qui nous embête ou non? Ça Hmm. semble délicat de le savoir sans lire le thème. Mais en tout cas, Hanuman, peu importe la situation, il peut quand même nous aider et nous accompagner. Souvent aussi, quand on est perdu et qu'on ne sait pas quoi faire, un des grands remèdes de l'astrologie, c'est la charité et le service. Donc moi, Nathalie, ce que je peux te recommander, c'est de te mettre au service et de te mettre dans la charité envers un projet qui te tient à cœur. Alors ça peut paraître anodin, dit comme ça, mais finalement, passer du C'est très temps puissant. dans un shelter pour des chiens ou aller nourrir des personnes à la soupe populaire ou simplement monter un projet qui nous tient à cœur et le faire de façon gratuite, ça peut déjà nous mettre en mouvement et laisser en fait l'inspiration de la manifestation se créer en nous, la laisser émerger et petit à petit avec le temps, bah, c'est cette énergie créatrice en nous peut devenir une carrière rentable. Mais en tout cas déjà, se mettre en mouvement sur quelque chose qui n'est plus de l'ordre de nous mais de l'autre finalement, ça nous permet aussi de nous dissocier de nos problèmes, de prendre du recul et d'y voir plus clair. Ça nous donne aussi des opportunités de rencontrer d'autres personnes qui vont avoir peut-être des affinités avec nos projets, avec ce qu'on aime faire et peut-être nous ouvrir des portes à l'avenir. Donc, n'oubliez pas, les remèdes les plus simples sont des fois les meilleurs et les remèdes qui nous mettent en action et en mouvement aussi, parce que le Jyotish traite avec le karma, l'action. Donc, si vous êtes bloqué dans une situation, pensez toujours à faire une action, entre guillemets, une contraction pour venir en fait du coup soulager le karma qu'on paye un petit peu des vies passées ou de cette vie. Hmm. Alors, Après, Nathalie dit qu'elle est trop heureuse. trop heureuse. Ouais. Eh ben, Hanuman, c'est le dieu du courage. Donc vraiment, chante Hanuman et il va vraiment t'apporter tout ce courage et toute cette force pour t'aider à avancer. Il va t'enlever toutes tes peurs. C'est vraiment celui qui enlève la peur, Hanuman. Super, merci beaucoup.
très, très intéressant. Et du coup, on a une formation qu'on a lancée, ou même plusieurs, qu'on a lancées le 31 juillet. Donc déjà c'est tout nouveau et c'est un format tout nouveau qui est très approprié au Jyotish. Donc en fait, on a créé donc avec Justine des modules en ligne sur lesquels vous pouvez vous connecter H24, 7 sur 7 et avec une guidance à distance de Justine parce que le Jyotish, comme vous pouvez le comprendre, quand elle parle, c'est très très dense, c'est très profond. Donc, on a trouvé que ce format-là était approprié. Donc, on a un module d'introduction. Alors, juste le module d'introduction, il fait combien? 100 heures, je crois? 100 heures Quelque de... chose comme ça, oui. Voilà, juste le module d'introduction. Sur lesquels on vous donne 3 mois pour étudier et vous allez avoir un suivi avec Justine mensuellement. Alors, pas de votre thème, attention, de votre apprentissage. euh, pour pouvoir en savoir davantage et pouvoir avoir des bases sur ce qu'elle nous donne. Là, effectivement, si on arrivait à se mettre plus en phase avec la vie, les choses seraient plus harmonieuses pour nous. Et on a une formation complète d'1 an de 400 heures. Vous avez passé donc 1 an avec Justine pour, je vais te laisser peut-être parler des compétences que ça donne, ce cursus. Alors déjà, dans le module d'introduction, vous allez déjà voir toutes les bases de l'astrologie, que ce soit les bases culturelles, donc comprendre d'où vient l'astrologie, pourquoi est-ce qu'on s'en sert, quelles sont les qualités requises, et en passant des maisons, des signes, des planètes, et bien sûr des 27 nakshatras. Donc vous allez vraiment pouvoir utiliser l'astrologie à votre niveau pour regarder où transite la Lune et pour simplement savoir, voilà, j'ai telle planète dans tel nakshatra, et après j'essaye de voir un petit peu qu'est-ce que ça peut me dire. Par contre, dans la formation complète, vous allez devenir efficace en tant qu'astrologue. Donc, vous allez vraiment comprendre toutes les subtilités du thème en parlant notamment, par exemple, des Gandanta, des planètes rétrogrades, en étant capable, par exemple, de comprendre ces grandes périodes de vie, donc on appelle des dashas, comprendre les transits aussi, et bien sûr, être capable à proposer des remèdes qui soient efficaces et efficients en fonction des individus. Donc, vous allez pouvoir proposer des mantras, mais aussi des pierres. Vous allez pouvoir proposer même du vastu, si certains sont intéressés, donc pour refaire un petit peu Le Vastu, les je espaces de... pense que ils savent pas. Donc le Vastu, c'est le Feng Shui indien, pour ceux qui ne C'est connaîtraient ça. pas. Mm. Pour faire très simple. Mm. Mais il y a des grandes différences avec le feng shui, mais c'est ça. On va quand même aborder quelques remèdes avec le vastu. On abordera aussi la synastrie, donc comment faire une compatibilité, et le calendrier lunaire, donc pour ceux qui souhaiteraient du coup être réellement en phase avec la Lune, comprendre les cycles. Toute cette formation, que ce soit la formation sur 3 mois ou celle sur 1 an, va être rythmée par des exercices. Et l'objectif, ça va être d'inclure l'astrologie dans votre quotidien. Donc, c'est pas juste en fait des connaissances que je vais vous demander d'apprendre par cœur, parce que ça, c'est assez facile. L'idée, ça va être d'aller vivre l'astrologie. Donc, par exemple, d'avoir un petit carnet où vous allez noter vos rêves et vous dire, voilà, OK, je note mon rêve et il y avait la lune dans tel nakshatra. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et par Ah, rapport c'est à mon thème, génial. Mm. qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Et finalement, on va essayer de tout au long de cette année d'aller raconter son mythe intérieur et l'objectif aussi de pouvoir aider les gens à raconter leur propre mythe également. Donc de comprendre pourquoi on s'est incarné, qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Et tout ça en fait sous forme d'histoire. Alors bien sûr, c'est dense, l'astrologie, il y a plein de concepts. Il y a Mm. énormément de choses et vous pouvez passer votre vie à apprendre de l'astrologie, mais comme l'Ayurveda, et c'est aussi pour ça que c'est des sciences qui sont chouettes, c'est parce que on n'a jamais fini. Mais en tout cas, avec cette première année, vous allez avoir vraiment de très très bonnes bases pour vous lancer en tant qu'astrologue. Mm. Donc il y a quand même un volet travail sur soi, hein. Oui, un gros volet travail sur soi, C'est génial. Donc on peut le faire aussi à but personnel, en fait. totalement, Mm. totalement. Il n'y a aucun souci pour ça. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'à la fin de cette première année de formation, on a prévu un week-end de 2 jours où je vais vous transmettre le plus d'informations possible et le plus de connaissances sur la prédiction. Parce que c'est vraiment un art particulier. On dit que l'astrologie est un art divinatoire et c'est pas pour rien. On a envie souvent de savoir qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Bien sûr. Et pendant ces 2 jours, on va essayer de d'apprendre, en tout cas, le plus de techniques pour, pour deviner ou en tout cas avoir des insights, des réalisations sur qu'est-ce que l'avenir pourrait être, comment est-ce que je peux répondre à cette question. Donc ça passera par la lecture des coquillages cori, mais aussi la lecture des lignes de la main. On aura aussi la lecture du prashna. Donc je pose une question, comme un petit peu avec le tarot, je pose une question, qu'est-ce que les planètes me disent comme réponse? Et ça, c'est vraiment un outil qui est très chouette, à la fois à partager, mais aussi pour soi. Alors, est-ce que je dois
aller dans telle ou telle direction ou non. Donc c'est vraiment un très bel outil, à avoir, pour soi et sa propre avancée son propre avancement, pardon. Mmh, c'est extraordinaire. Je veux faire cette formation moi-même. Merci beaucoup Justine, ça a été un plaisir de partager ce YouTube Live avec toi. Merci beaucoup pour, toutes ces informations et on te retrouve, très, très bientôt. Donc pour les inscriptions, c'est comme d'habitude contact@ayurveda-conscience.fr. Les inscriptions sont déjà ouvertes et bel été. Et ben, merci beaucoup Joyce, merci à tous, très bel été à vous tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, alors je mettrai sur, le le forum de l'école, la retransmission avec, Justine. On peut pas faire de Je peux pas inviter des personnes en même temps sur, le logiciel de YouTube Live, mais j'ai enregistré par Zoom. Bien, donc on a fermé ce petit volet de Jyotishi, qui vous explique pourquoi est-ce que, bah, on fait ça à l'école, pourquoi c'est quelque chose que réellement j'adore et sincèrement, si j'avais le temps, ou plutôt il faudrait que je prenne le temps d'étudier le Jyotishi parce que c'est tellement, heu, profond, pour se mettre en phase avec la vie, comprendre ce qui nous arrive et moi en tant que médium donner des informations, peut-être supplémentaires ou sous un autre angle, comme ce qu'elle disait, par exemple, regarder les coquillages. Ça, c'est quelque chose qui est notamment utilisé en Afrique, où on a des petits coquillages, on arrive à lire l'avenir dans les coquillages, c'est juste extraordinaire. Hem, donc voilà, toutes ces connaissances qui vont vous être transmises, et ceci avec la beauté et la générosité de Justine qu'on adore. Donc voilà, j'avais à cœur de vous la représenter puisqu'elle avait déjà fait un YouTube Live l'année dernière. À nos questions. Alors, j'en profite pour vous dire bonjour. Bonjour Tony, bonjour Léa, Nathalie. Bon bah Nathalie, c'est bon. Il y a quelques. Moi, je vais remettre une couche, donc je pense que vous allez être éclairés. Bonjour Veni Vidi Vici, Cécile à nouveau. Donc bonjour à tous et je reprends les questions. Alors. Bonjour, quelle est la meilleure manière de détoxifier son corps dû à des problèmes de digestion? Eh bien, comme Justine nous en a parlé, ça va être le moment. La meilleure détoxification, c'est le jeûne. Soit un jeûne total, quand on a besoin d'une très forte détoxification, soit un jeûne partiel. Heu, ou encore, donc un jeûne partiel, ça c'est ce qu'on peut être, on peut appeler ça sous forme de diète. Donc ça peut être par exemple, juste manger des soupes, faire ce qu'on appelle du alors il y a un truc hyper à la mode en ayurveda qui s'appelle manger du kitcheri. Donc c'est un mélange de riz, de lentilles, corail, d'épices et de ghee et on prend ça en monodiète, par exemple. Ou encore, il y a des monodiètes à base de riz et de lait, où on prend que du riz et du lait pendant une semaine. Donc c'est ça que je parle en termes de monodiète. On n'est pas trop fan de la cure des raisins. Pour l'avoir expérimenté, donc la cure de raisin qui arrive au mois de septembre, c'est intéressant pour diminuer l'excès de pitta qui est accumulé actuellement, mais néanmoins, le raisin étant très sucré, ça fait quand même des pics de glycémie. Donc, je la trouve pas nécessairement optimum, hem, sauf éventuellement pour quelqu'un qui a beaucoup de pitta ou qui est très constipé, mais c'est pas ma préférée. Hem donc ça, c'est pour, améliorer vos problèmes de digestion et vous pouvez faire ce qu'on appelle prendre des choses qui vont stimuler la sécrétion d'enzymes intestinales du début à la fin, de votre repas. Quand c'est pris en début, on appelle ça une substance apéritive. On conseille de prendre du gingembre frais qui a été mariné dans du jus de citron et avec du sel. Par contre, si vous faites ça, vous avez intérêt à pas avoir d'aggravation de pitta. Donc si jamais vous avez des sensations de brûlure au niveau de l'estomac, vous ne faites pas ce que je vous dis. Sinon, ça va être un super bon détoxifiant. Et après manger, vous prenez une tisane de curcuma. Le curcuma, vous pouvez pas en prendre une demi-cuillère à café dans de l'eau chaude et vous buvez ça après manger.
Et sinon, tout simplement, pour tout le monde, si vous voulez un peu vous détoxifier et améliorer votre digestion, vous pouvez tout simplement boire chaud tout au long de la journée. En fait, la détoxification, c'est pas quelque chose de compliqué. Ça relève plus de la volonté que du compliqué. Vous arrêtez de manger, vous vous détoxifiez, hein. C'est aussi simple que ça. Après, parfois, le corps n'est pas nécessairement prêt, c'est pas nécessairement ce dont il a besoin. C'est-à-dire que la détox n'est pas toujours, hem, une réponse générale à une problématique de digestion. Heu, mais quand une personne est ankylosée, c'est-à-dire a de la main en particulier, a un excès de kappa, le corps est en surcharge, c'est encore la meilleure des choses, à faire. Et puis, notamment quand on regarde, le calendrier lunaire, ce que Jyotish conseille, on conseille de jeûner à certaines périodes et ça permet aussi de maintenir son poids de forme, qui, souvent pour un certain nombre de personnes, ça devient compliqué, surtout à partir d'un certain âge, parce que cette détoxification régulière n'est pas faite et le corps n'est plus en capacité à maintenir, le même métabolisme. Donc voilà pour votre question. J'ai des problèmes de digestion chronique il y a des semaines où cela m'handicape, puis d'autres semaines, je remarque quand même une amélioration. Mais comment expliquez-vous cela? Des jours, je vais être constipée, j'ai même eu des frissons pendant la digestion et des douleurs, bien sûr, merci. Bonjour Katia. Alors, il peut y avoir des causes multiples, à l'irrégularité de vos symptômes. Déjà, la première chose, c'est la présence des causes, c'est-à-dire ou des facteurs aggravants. C'est-à-dire que dans la semaine où il y a un moins bien, est-ce que vous êtes plus en phase avec, la cause? C'est-à-dire est-ce que la cause est plus présente? Ou est-ce qu'on a des facteurs aggravants qui sont plus présents? Donc ça, on va le retrouver notamment dans votre alimentation. Donc, qu'est-ce que vous mangez? Va y avoir beaucoup de vu ce que vous m'expliquez d'une semaine sur l'autre, ça peut être ça. Ensuite, d'autres possibilités, l'irrégularité des symptômes, on retrouve ça dans les maladies qui sont, supportées par un problème de Vata, de l'élément air. Donc, on va avoir des symptômes irréguliers. Un coup, je te vois, un coup, je te vois pas. Hem, donc ça peut être ça aussi, ça peut être une maladie digestive supportée par le dosha Vata et du coup qui donne des symptômes irréguliers. Donc ça peut venir de la pathologie en tant que telle. Heu, les symptômes que vous décrivez qui sont, constipation, qui sont pendant la digestion et les douleurs, c'est des symptômes de Vata, mais aussi d'un Agni, c'est-à-dire d'enzyme intestinale qui n'arrive pas à transformer le bol alimentaire, hein. Donc on a vraiment une maladie digestive dans ce que vous dites. Donc on a un problème de ce qu'on appelle Agni et des symptômes de Vata. Pour autant, est-ce que c'est une maladie, digestive d'ordre Vata? Il faudrait que j'en sache un peu plus pour, me prononcer. Et d'autres choses qui pourraient expliquer l'irrégularité de vos symptômes, c'est alors je ne sais pas si vous êtes une femme ou pas, mais si vous êtes une femme, ça peut être aussi en lien avec vos hormones et le moment du cycle menstruel. Par exemple, mettons que vous ayez une maladie digestive de type Vata, vous allez plus somatiser 4 jours avant vos règles et pendant vos règles que tout le reste du cycle. Donc il peut y avoir aussi ce genre de, choses-là qui peut, impacter, l'irrégularité de vos, symptômes. Bonjour, est-ce qu'un panchakarma peut être une bonne idée pour des problèmes de constipation chronique? À quelle période de l'année est-ce le mieux pour une personne Kapha Vata? Merci. Dans votre cas, il faudrait faire une cure de Basti. Donc oui, le panchakarma est recommandé pour les personnes constipées de manière chronique. Il va falloir qu'on fasse une alternance de Basti à l'huile et de Basti, de type décoction. Ça peut durer entre 8 jours à 1 mois de traitement, heu et dans ces cas-là, plus c'est long, plus c'est bon. Hem Donc le mieux, c'est en saison Vata. Alors je dirais, il y a 2 stratégies de soins. Soit on soigne au début de la saison Vata, c'est-à-dire à l'automne, pour prévenir son aggravation qui va être au plus fort au mois de février, donc à la fin de l'hiver. Et donc ça, c'est une stratégie. Ou alors, on peut se dire qu'on soigne au moment où les symptômes sont les plus forts, c'est-à-dire nécessairement ce sera autour du mois de février. En ce qui concerne l'aggravation de Vata.
Après, parfois, la constipation est pas nécessairement plus forte en hiver. Et puis quand ça devient chronique, parfois l'influence des saisons a pas d'impact, mais normalement on est censé regarder l'influence des saisons sur les symptômes. Mais aussi l'été, à cause de la déshydratation, ça peut aggraver. Alors à la fois la chaleur a une tendance à dilater, le système digestif, donc normalement favorise le transit, mais s'il y a déshydratation, il y a donc va avoir constipation qui va avec. Et du coup, et ben, nous, à Ayurveda et Conscience, on vous emmène faire un panchakarma au mois de novembre. Ça tombe quand même pile poil vis-à-vis de votre problématique. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur notre site internet ayurveda-conscience.fr et vous avez un onglet voyage en Inde, vous avez toutes les informations. Voilà, et vous retrouvez sur notre chaîne YouTube aussi des informations sur ce panchakarma. C'est du 18 novembre au 1er décembre. Ensuite, bonjour. Est-ce que les salades composées sont adaptées en été ou ne vaut-il mieux pas trop en abuser? Je suis Kappa Vata, merci. Alors la salade, c'est la saison parfaite, l'été. Donc le fait de manger des salades l'été, c'est très, très bien parce que les salades ont une tendance à diminuer pitta, c'est-à-dire que quand vous mangez beaucoup de fibres et d'aliments crus, toute la zone de l'intestin grêle a une tendance à être, ne pas pouvoir accumuler de l'acidité, hein. C'est la zone de pitta. Donc le fait de manger beaucoup de crudités, c'est carrément recommandé en, été. Et aussi, quand même, les salades composées sont quand même régulièrement plus légères que, les plats cuits qu'on mange le reste de l'année. Souvent, on a beaucoup de céréales sans gluten à l'intérieur. Souvent, on va mettre par exemple du riz ou du quinoa qui sont sans gluten, plus légers. On a moins de protéines animales ou en petite quantité. Par exemple, les œufs, si on les met, on va les couper. On va avoir mettre plutôt du jambon. Il n'y a pas de sauce, souvent, ou des sauces qui aident plutôt à digérer, de type vinaigrette, huile d'olive, tout ça. Mais on va pas mettre des sauces la plupart du temps à base de produits laitiers, par exemple. Donc, ça a une tendance à être en plus léger, sachant que l'été, votre système digestif est affaibli. C'est-à-dire que plus il fait chaud, moins bien vous digérez. Le corps va essayer de compenser la chaleur en diminuant votre chaleur interne. Et ce qui vous donne votre chaleur interne, c'est la digestion principalement. Donc, tout ça pour dire que les salades composées, allez-y, c'est la fête, c'est l'été. Et tout ce qui est crudité aussi, incluant bien sûr la consommation de fruits, c'est vraiment la saison. Donc, allez-y sans souci, c'est excellent pour vous, c'est vraiment une alimentation de saison. Quelle est la lecture de l'Ayurveda de l'apnée du sommeil? Comment peut-on la traiter? Merci beaucoup. Alors, l'apnée du sommeil, c'est une aggravation de Tarpaka Kapha. Donc, c'est un sous-dosha de Kapha qui se trouve dans la tête. Euh, donc, il va falloir qu'on diminue cette accumulation. En général, il y a deux types d'apnée du sommeil. Euh, non, on va partir sur que le cas de Kapha, ce sera plus simple. Donc, quand on a de l'apnée du sommeil, c'est Kapha qu'il faut diminuer. Donc la première chose à faire, c'est faire Nasya, donc faire des inhalations avec de l'Anu Thailam. Ça, j'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'avec vous, bon, sauf si vous passez en deuxième année un jour, je rigole. Je prends des choses qui sont. D'abord, je vous fais essayer des basiques parce que bah, je sais qu'il y a des centaines de personnes qui regardent le YouTube Live. Donc, je vous donne déjà des choses basiques à faire. Et puis, s'il faut qu'on. À la limite, si ça marche pas, vous reposez des questions au YouTube Live d'après. Donc, à Nutailam, j'en ai déjà parlé. Donc, faire des gouttes, mais alors plutôt le matin que le soir, parce que le soir, ça peut empêcher de dormir. Donc, dans le nez. Ensuite, et ben, enlever la cause, hein. On est beaucoup là-dedans. Et vous avez vu, même dans le Jyotish, hein, il y a toujours, dans les Védas, notre manière de penser, c'est toujours quelle est la cause et quel est le remède. Mais on ne se dit pas, bah, tiens, quel est le remède, sans se dire quelle est la cause, qui est une mode de pensée plus allopathique euh, et qui n'est pas la nôtre, en fait, tout simplement. Donc, enlever la cause. Donc, l'apnée du sommeil, ça a souvent lié à un excès de poids, par exemple. Donc, bah, va falloir perdre du poids.
Alléger l'alimentation aussi. Une alimentation trop lourde peut clairement aggraver ou créer de l'apnée du sommeil. Et faire des gargarismes aussi. Donc l'objet, ça va être de calmer l'accumulation de kappa dans la zone de la tête. Donc vous pourriez faire des gargarismes avec, alors il y a différentes possibilités. Dans votre cas, si ça doit être quotidien, Arimé, ce sera avec, Arimé Thailand par exemple, qui est excellent. Non, alors c'est un gargarisme qui est bon pour le dent. Mais en fait, si vous faites de l'apnée du sommeil, souvent la cause, elle s'est accumulée avec le temps. Et j'anticipe que si ça se trouve, vous avez, alors excusez-moi, je vous connais pas, c'est juste j'anticipe, peut-être que vous avez 15 kilos à perdre et que ça va pas se faire en 2 jours. Donc du coup, là, je vous ai donné une huile qui peut être utilisée sur le long terme et qui va diminuer kappa, sans créer d'autres problématiques de dosha dans la tête. Parce que l'objet, c'est pas d'enlever un problème et d'en créer un autre. On va, pardon, mais on va laisser ça à l'allopathie. Chez nous, on fait en sorte, on travaille plus doucement en Ayurveda, mais on essaye de pas avoir d'effets secondaires. Et ben voilà pour vous. Ensuite, bonjour, je suis Kapavata avec de l'endométriose sans aucun traitement hormonal. Avez-vous des conseils pour diminuer et prévenir les règles douloureuses? Merci. Donc l'endométriose, ça a une tendance, en dehors du fait que ça fasse mal, donc l'endométriose a une tendance à créer plus de douleurs de règles, a une tendance à créer des rapports sexuels qui sont douloureux. Après, suivant où c'est situé, donc là, on est sur du gynécologique. Parfois, ça peut poser des problèmes digestifs si l'endométriose est sur les intestins. Et autre gros problème, c'est que ça crée de très forts saignements qui sont, bonjour Pascal, qui sont vraiment hémorragiques parfois. Et des fois, on n'a pas d'autre choix que de prendre une pilule pour arrêter les règles, pour éviter que la personne ensuite tombe en anémie. Bref, des problèmes en chaîne, quoi. Donc, l'endométriose, c'est aussi un problème qui s'est accumulé avec le temps, et votre corps, donc il y a des prédispositions génétiques à ça, suivant le patrimoine que vous avez. Si vous avez un patrimoine génétique de type kappa, vous avez des risques de développer ça. Et à mon avis, le développement de pilules à progestérone et aux oestrogènes ont largement favorisé toutes ces problématiques actuelles, bien qu'avant, ça devait être mal ou pas diagnostiqué. Bref, voilà, c'est pour faire un petit retour sur ce qu'est l'endométriose. Donc, contre l'endométriose, vous allez pouvoir prendre Chandraprabhavati. Bon, j'ai bien compris, on se focalisait. Donc là, je vous donne sur ce que vous m'avez demandé en fait, c'est-à-dire ça va diminuer l'endométriose, mais l'objet, c'est surtout de calmer les douleurs. Donc, c'est ce que je vous donne. Parce que si je veux vraiment m'attaquer à l'endométriose sans m'occuper de vos douleurs, c'est-à-dire m'attaquer à la cause sans m'occuper des symptômes, il y aurait d'autres choses que je vous donnerais. Donc, Chandra Prabhavati. Vous pouvez en prendre jusqu'à 2 comprimés 2 fois par jour avant de manger. Et vous pourrez prendre aussi Pushanuga Churna. Jusqu'à une demi-cuillère à café par jour avant de manger. Donc ça, c'est en poudre. Vous trouverez ça sur des sites comme la-boutique-ayurvédique.com, par exemple. Ensuite, je reviens sur Nathalie. Donc Nathalie, je rappelle la question puisqu'on l'a posée tout à l'heure avec Justine, mais je vais y répondre également. En fait, je pense que la problématique, elle nous partage est importante puisque c'est des problématiques que je rencontre énormément. Donc je vais prendre un peu de temps là-dessus. C'est bien qu'on l'ait pris, je suis contente que Justine l'ait prise en particulier. Donc je la redonne. Bonjour, merci pour vos lives. Bon, c'est la première fois que je pose ta. Ok, je vais aller directement sur la problématique. Donc, Nathalie nous dit, je suis toujours en cheminement. Non, c'est pas ça, ça commence pas là. Nathalie nous dit, ma situation personnelle et professionnelle est totalement à l'arrêt. Il n'y a pas d'autre mot possible. Je suis toujours en cheminement personnel, thérapie, micronutrition, Ayurveda, réflexion. Et malgré un gros travail sur moi depuis bien longtemps maintenant, je doute de pouvoir trouver une issue à tout cela. Je sais que le problème vient de moi,
Je ne sais plus où aller, voie professionnelle, vers quoi avancer, quelle est ma mission de vie? Je sais que c'est un bien grand mot, peut-être me faut-il un peu de temps. J'aimerais savoir si votre intuition vous permet de voir un possible changement prochainement dans les semaines ou les mois, aussi minime soit-il. Un grand merci. Alors, ça c'est, super ce qu'elle nous partage parce que franchement, c'est des problématiques qui me semblent être plutôt grandissantes aujourd'hui. C'est-à-dire le sentiment d'être perdu, le sentiment de ne pas savoir pourquoi on est fait ce qu'on vient faire ici, et surtout le sentiment que malgré tout ce que je fais, ça marche pas. Franchement, vous pouvez me mettre des pouces sur ceux qui ont ça, mais c'est une problématique, je dirais quasiment du siècle. Donc je suis contente qu'on puisse en parler, donc merci à Nathalie. Et c'est du coup génial que Justine ait pu vous expliquer sur ce phénomène d'impact de Saturne, comment calmer Saturne, et cetera. Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, le Jyotish est plus que bienvenu. Donc, merci pour ça. Donc, je vais faire une réponse d'abord personnelle à Nathalie et ensuite je vais plus généraliser puisque je pense que cette question, beaucoup de personnes qui vont regarder ce YouTube pourront s'y reconnaître partiellement ou totalement. Donc, ce qui se passe quand vous avez une vie qui est à l'arrêt, que rien ne marche. La vie que vous expérimentez n'est rien d'autre qu'une projection de votre conscience vers l'extérieur. Si on le explique pour un enfant de 2 ans, ça reviendrait à, vous êtes dans une salle de cinéma et puis vous êtes le vidéoprojecteur et vous projetez sur un écran, l'écran de la conscience et il y a un film qui passe. OK? Donc quand il y a quelque chose qui est à l'arrêt et que ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui bloque chez vous. Nathalie en a conscience, elle l'a nommé et c'est réel, il y a quelque chose qui bloque. Mais le quelque chose, c'est quoi? Donc déjà, où est-ce qu'on cherche? Parce que, c'est bien de savoir: «Ah bah, je suis content que c'est moi qui projette ma réalité», mais je sais toujours pas ce qui bloque. Pourquoi? Parce que le blocage, il est inconscientisé. Il est relégué au système inconscient. Sinon, ça pourrait pas durer, hein. Si vous étiez conscient de pourquoi ça bloque, Hem, c'est tout la problématique de l'inconscient et sa beauté, c'est que c'est une surprise qu'on se fait à nous-mêmes. Donc on a un problématique sur l'inconscient de Nathalie qui a l'air de bloquer sur quelque chose et tout le truc est de trouver quoi? Parce que tant qu'on l'a pas débloqué sur ce qui lui pose problème et ben, la situation va continuer à stagner et apparemment les remèdes apportés jusqu'à aujourd'hui, il s'en fout un peu, on dirait. Donc, c'est quoi qui bloque? C'est alors et c'est pour ça que je suis vraiment contente de cette question, parce que je la retrouve en permanence, la cause dont je vais parler. En fait, on va se dire, alors 90 des gens mettent le problème sur l'extérieur. C'est la faute de ci, c'est la faute de la société, c'est la faute de ça. Bon, bah, alors là, on a de quoi nager pendant un bon bout de temps, hein, parce qu'on n'a pas fini de sortir. C'est pas par là qu'on va trouver la porte de sortie. Et comme, Nathalie, parfois, il y a des personnes qui ont quand même conscience qu'il y a quelque chose qui doit bloquer chez eux. Et il y a, ben, on sait absolument pas quoi. Et on va chercher où la réponse? On va chercher dans notre système conscient. On va se dire: «Bah, c'est peut-être ça». Alors j'ai souvent des trucs du genre: «Oui, alors, j'ai eu des attouchements quand j'étais petit, c'est peut-être ça». Alors déjà, s'il y a quelque chose qui bloque ici et maintenant, c'est quelque chose qui pose un problème à votre inconscient ici et maintenant. Ce qui est arrivé quand vous aviez 3 ans, ça n'a pas d'impact aujourd'hui, sauf si ce blocage date de vos 3 ans. Voilà, déjà, on va en enlever une couche parce que celle-là, je l'ai beaucoup, beaucoup en mais c'est normal. Quand on voit que son système conscient, on va chercher des réponses dans le système conscient. Or, le système conscient, il n'a pas la réponse. Donc et voire même, il vous raconte un truc qui est souvent l'inverse de ce que le système inconscient donc bref, c'est bien, j'imagine bien ce que Justine a expliqué sur où on se ment. Alors je peux vous dire que pour s'auto-mentir, mais on est ultra fort, c'est dingue quand même. Des fois, je me demande pourquoi on se fait ça, quoi. Je vais donner la réponse, Nathalie, hein, je décortique un peu. Donc, il y a quelque chose qui, ici et maintenant, pose souci à votre inconscient.
Donc, il y a quelque chose qui le bloque et vous avez nommé quoi sur votre chemin de vie qui bloque sur... Quels sont les mots que vous utilisez? Qui bloque professionnellement sur votre mission de vie, etc. Bien. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque l'inconscient. Mais pourquoi? Et là, donc, en gros, on est un peu sur une question de réussir sa vie, hein. Et sur la question de réussir sa vie, l'inconscient, il y a des choses qu'il aime et des choses qu'il n'aime pas. Et en l'occurrence, qui viennent parfois de très loin et de comment il s'est structuré. Donc là, et là, ça, vous ne pouvez pas le deviner. Soit vous le lisez, soit vous ne pouvez pas le lire, ce que je vais vous sortir. Donc là, votre inconscient, il est bloqué parce que vous n'avez pas vous n'avez pas l'accord d'une personne sur votre vie. C'est-à-dire que votre inconscient s'est programmé d'une certaine manière que lorsque il y a un certain type de personnes dans votre vie qui donne votre accord, alors vous réussissez et vous vous débloquez. Si vous n'avez pas cet accord, à ce compte-là, tout se bloque. Euh, donc, ça a l'air chez vous, en fait, vous avez l'air d'être sous une autorité inconsciente d'une autre personne. Ça, je vous dirais, depuis l'enfance, on est par contre particulièrement programmé là-dessus, hein. Donc, si papa et maman, ils n'ont pas donné leur accord, on est mal barré, hein, pour le reste, hein. Heureusement que c'est inconscientisé parce que sinon. Donc, chez vous, c'est pas ça qui ressort. C'est vous attendez l'accord extérieur d'un homme, possiblement d'un partenaire de vie, et votre inconscient, en fait. Donc, est-ce qu'il y a une relation entre les problématiques de blocage que vous avez en particulier dans votre vie, mais surtout professionnelle, en lien avec votre vie amoureuse? C'est-à-dire que ce que j'irai voir pour débloquer la situation, c'est comment ça se passe avec euh, votre partenaire de vie. Et si on a un, si on n'a pas, on sait pourquoi ça bloque. Et du coup, c'est formidable dans ces cas-là. Mettons, j'explique pour tout le monde. Mettons par exemple, bah, il y a tout qui bloque. Et là, bah, vous vous mettez en couple avec quelqu'un. Bah, l'inconscient, il va faire quoi? Il fait, ah bah c'est bon, on a quelqu'un qui valide mon existence, c'est bon, on se débloque. Et là, on a quoi? Une série en chaîne positive. Mais c'est pas parce que vous êtes in love, hein. C'est parce que l'inconscient a ce qu'il réclame. Donc chez vous, on a une problématique sur votre inconscient a compris que pour exister, vous avez besoin d'un accord extérieur. Et donc à chaque fois que vous ne l'avez pas, il y a tout qui se bloque. Et vraiment, c'est normal que ce soit à l'arrêt parce que votre inconscient le vit très mal, hein. Pour lui, s'il n'a pas l'accord, il abandonne, quoi, hein. Donc c'est pour ça que tout s'est arrêté. Donc c'est bien vous qui bloquez la projection de votre réalité, mais juste vous ne savez pas pourquoi, parce que vous ne savez pas comment vous avez été programmé ou vous ne connaissez pas votre propre programmation. Donc, vous, globalement, pour que ça se débloque, il faut que votre inconscient comprenne. Donc, pas votre conscient, hein. Votre conscient, il va dire, bah oui, bien sûr. Mais l'inconscient, il faut qu'il le comprenne. Donc, il faut qu'on lui explique que vous ne dépendez de personne et que vous êtes la seule à mener votre chemin. Le moment où votre inconscient comprend ça, tout se débloque. C'est c'est à la fois très simple et très compliqué parce qu'il faut qu'il le comprenne. Donc, vous pouvez le répéter quotidiennement. Euh, déjà, ça aide. Et analyser ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que la problématique de l'inconscient, c'est qu'il est inconscient. Donc, on ne le voit pas. Donc, eh ben, comme on ne le voit pas, on ne peut rien faire. Soit on a de la chance et ça se débloque, soit on n'a pas de chance et ça ne se débloque pas. Euh, donc là, c'est voir ce que je vous ai expliqué dans votre vie et le conscientiser. Déjà, si vous le conscientisez, ben, ça se débloque. Et intégrer cette croyance-là, puisque c'est une autre croyance, mais qui est en lien plus profondément avec vous et ce que vous avez besoin de faire, que vous ne dépendez de personne et que vous êtes la seule à mener votre chemin. De ce fait-là, peu importe ce qui se passe dans votre vie personnelle, vous n'avez pas besoin d'être avec un homme pour réussir votre vie. En termes de médium, donc ça c'est l'explication de ce qui se passe.
Et ben voilà, vous êtes célibataire. Donc, je vous dirais, si vous voulez deux solutions, soit votre inconscient arrive à comprendre que vous pouvez mener votre vie seul, soit vous vous mettez en couple et il y a tout qui va se débloquer, je vous garantis. Voilà, et c'est l'image. Alors, à la fois, vous avez une problématique qui parle à beaucoup de personnes et c'est souvent ce que j'explique qui est souvent on a un blocage dans un domaine, mais c'est souvent pas ce domaine-là qui pose souci, c'est ailleurs. Euh, Tout se répond parce que l'inconscient, lui, il n'a pas professionnel, personnel. Il a est-ce que j'ai le droit d'avancer? Donc, est-ce que j'ai le droit de m'exprimer? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai l'accord inconscient de telle et telle personne, dont papa et maman, euh, pour faire telle ou telle chose? Et après, bon, je ne vais pas rentrer parce que c'est une grosse histoire. Mais il y a tous les positionnements inconscients avec tous les gens autour. Je ne vous raconte pas, c'est un bordel monstrueux. Euh, et ben, s'il y a quelque chose qui ne passe pas bien, et ben, ça grippe et ça donne une projection qui va se modifier à l'extérieur. Mais c'est bien vous qui l'avez bloqué. Donc, je reviens sur, en termes de médiumnité, vous avez la force de régler ce problème en vous. C'est ce que j'ai eu. Euh, Mais l'objet, justement, c'est d'avoir une nouvelle idée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à débloquer à l'extérieur. En fait, là, vous pouvez commencer à continuer à faire de la thérapie, de la micronutrition, de ci, de ça. Votre inconscient, il s'en fout. Il veut soit un mec, voilà, soit euh, il faut qu'il comprenne qu'il n'en a pas besoin, que vous pouvez mener votre vie seul. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, éventuellement en thérapie, so if, euh, travailler là-dessus. Mais tout le reste, ça sert à rien en fait. C'est pas, enfin, ça sert à rien pour débloquer. Bien sûr que l'Ayurveda c'est quelque chose, c'est pas moi qui vous dis l'inverse, que la micronutrition c'est intéressant, etc., etc. De prendre soin de vous, c'est top. Mais l'inconscient, lui, il est, voilà, il veut ça, il l'a ou il l'a pas, ou alors il faut qu'on le reprogramme. Donc, ce que j'étais en train de dire, il vous faut une nouvelle idée. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous reprogrammiez, hein. Pour moi, euh, je dirais que si vous vous mettez en couple avec un inconscient qui réclame une approbation extérieure, vous rentrez dans une dépendance qui est que ben, si ça se passe bien avec le partenaire, et ben super, ça va être florissant autour de vous. Et si ça se passe pas bien, et ben ça va passer dans l'autre sens. Donc on n'a pas réglé le problème, on l'a toujours compensé. Donc le mieux est encore que vous intégrez cette idée que vous ne dépendez que de vous. Euh, et le problème sera réglé. Mais votre problème, enfin, ce qui ressort, c'est que ça va avancer. Il y a plutôt une issue positive. Voilà, il y a rien de très lourd ou de très grave ou de très. Ça me semble pas si bloqué que ça au final. Il faut juste que vous compreniez ça. Et pour tout le monde, si je le globalise plus généralement, ça, ce genre de programmation, d'avoir besoin d'un accord extérieur, vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là, c'est très très fréquent, sachant qu'on vient d'une société qui fonctionnait en groupe avec des leaders et seulement les leaders avaient le droit de décider. Donc ça, c'est des reliquats d'un mode de fonctionnement millénaire d'une part, et pour nous les femmes, euh, il y a 100 ans, nous avions besoin d'un mari pour exister socialement. Donc, ben, on avance comme on peut, mais l'inconscient est un peu plus en retard. Donc, du coup, pour que notre génération puisse avancer, il y a besoin parfois que, ben, il y a des choses comme ça qui bloquent pour remettre à jour que, eh bien, ça, c'était il y a 100 ans et qu'aujourd'hui, une femme peut avancer seule, non seulement sur le plan conscient, mais aussi sur le plan inconscient. Voilà, Nathalie. Il me reste une question qui arrive après de Léa. Alors, je reviens sur de l'Ayurveda. Voulant faire un Dipana Pachana léger, je lui conseille. Alors, je vais le traduire. J'en ai parlé tout à l'heure. Voulant faire en fait une cure de détox légère. Je lui conseille la monodiète sur 3 jours que j'adapte en un tiers de quinoa, car elle me dit être allergique au riz, un tiers de lentilles corail et un tiers de légumes verts. Elle a fait courgette, il me semble, avec fenouil plus cumin qu'elle n'a pas utilisé. Elle m'a dit avoir eu des sensations
pardon, elle m'a dit avoir eu des brûlures d'estomac assez intenses toute la journée. Saurais-tu me dire d'où vient l'erreur? PS, elle a bu de l'infusion de coriandre, pas de café, jus de fruits acides et me dit n'avoir pas été particulièrement stressée ce jour-là. Merci pour ton aide précieuse, Léa. Alors, euh, plusieurs possibilités. Dans la monodiète qu'elle a faite, euh, globalement, le seul dosha qui peut être aggravé, c'est pas Pitta, c'est Vata. Or, Vata étant Yoga Vahi, donc il augmente les qualités de ceux avec quoi il est en contact. Si on avait déjà une réserve de Pitta dans le corps, eh bien, il suffit que Vata augmente et on va avoir des sensations de brûlure. Ça, c'est assez fréquent. Donc, comme on est en été quand même depuis maintenant un bon mois, c'est peut-être tout simplement ça. Du coup, moi, j'y ajouterai du ghee. Bah, déjà parce que c'est un très bon pacifiant de Vata, de Pitta, et que ça remonte l'Agni. Donc, tant qu'à faire, j'y ajouterai du ghee. Euh, Ensuite, ça c'est une possibilité. Dans ce qui n'a pas éventuellement été investigué, donc c'est un super ce que tu lui as donné, mais si jamais elle a faim, alors Pitta va s'aggraver, parce que c'est hyper léger en fait. Donc si Pitta s'aggrave, elle peut avoir des sensations de brûlure au niveau de l'estomac. Autre possibilité, puisque c'est quand même un symptôme un petit peu anormal, c'est-à-dire qu'on a un repas qui n'augmente pas Pitta, qui provoque des symptômes de Pitta. On peut être sur une maladie digestive de type tridoshique. C'est souvent des maladies qui sont là depuis longtemps, au moins presque une dizaine d'années minimum, et qui sont devenues tridoshiques et du coup les symptômes se modifient en permanence. Donc ça, c'est un signe malheureusement d'incurabilité. Mais bon, on peut toujours améliorer la situation, donc ça peut être ça. J'ai pas fini sur ce que ça peut être. Aussi, franchement, sauf si ça s'arrête, mais moi, si ça continue, je conseillerais quand même une endoscopie pour voir s'il n'y a pas un ulcère, par exemple. Parce que même si tu la mets à la monodiète avec un peu de ghee, s'il y a un ulcère, tu vas continuer à avoir des sensations de brûlure au niveau de l'estomac ou de l'irritation ou une gastrite aussi. Donc, bref, dans quel état est l'estomac? Autre chose, l'infusion à la coriandre, c'est bien, mais là, du coup, pour vraiment calmer Pita davantage, je ferai un lait d'or avec du lait de coco. Voilà. Ensuite, est-ce qu'elle a pris des médicaments pendant cette période-là? Parce qu'il y a pas mal de médicaments qui peuvent provoquer des sensations de brûlure. Et si la personne a l'habitude de prendre des médicaments, genre, je sais pas, pour la tension, etc., elle va pas penser nécessairement à te le dire. Et enfin, moi j'irais bien investiguer, est-ce qu'il n'y a pas un Helicobacter pylori qui pourrait donc une bactérie qui attaque la paroi intestinale et qui pourrait être responsable de ces symptômes-là. Du coup, en fait, ta diète n'a rien à voir avec ces symptômes-là. Donc déjà, je pense que tu peux investiguer tout ça et voir comment ça évolue. Tic, tic. Euh, ta. J'en ai deux qui sont arrivés entre-temps. Oula, oula. Ça fait combien de temps que je suis avec vous? Ça fait 1 heure que je suis avec vous. Alors, je vais prendre celles qui sont en ligne. Ça me paraît plus juste. Alors, tac. Tony. Tony, je suis Vata Pitta, je mange 4 fois par jour. Vianderie, etc. Exercice petit footing 1 fois par semaine. Je stagne à 55 kilos et j'aimerais faire 60 kilos. Conseil, s'il vous plaît. Hmm. Euh, Ben déjà, j'aurais besoin de votre taille pour savoir si vous avez vraiment besoin de prendre du poids. Les personnes Vata, je compte 15 points en dessous de la taille parce que naturellement, vous êtes mince. Euh, donc, si vous êtes à votre poids de forme, ça sert à rien qu'on essaie de vous faire prendre du poids parce que vous allez perdre en énergie. Euh, c'est tout l'intérêt du poids de forme. Aujourd'hui, en fait, bon, il y a un surpoids généralisé. Et avant qu'il devienne morbide et problématique pour votre santé, la première chose, c'est que ça vous prend de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a un point, un poids sur lequel votre force et votre poids
et au ratio optimum. Et ça, c'est ce que j'essaye de voir chez vous. Donc, peut-être que vous aurez plus de muscles, Tony, et que vous serez plus, je sais pas, agréable à regarder avec 5 kilos en plus. Mais peut-être que si vous n'êtes pas à votre poids de forme, vous allez perdre de l'énergie. Donc, j'aurais pas d'intérêt, dans votre intérêt, à vous conseiller d'en prendre. C'est pour ça que je peux pas. Déjà, je voudrais vérifier ça, étant donné que vous avez du Vata et des Pitta, que c'est des morphologies très minces. Euh, Pascal, mon ventre est gonflé et je suis constipée. Je mange du verre, jus de pruneau. Que puis-je faire car je n'ai pas d'amélioration? Euh, c'est quoi qui a perturbé votre ventre? Parce que verre et jus de pruneau, ça peut aggraver le problème. Moi, je pense que ça vient de votre alimentation. Il y a quelque chose que vous avez mangé qui passe pas. Mon ventre est gonflé, je suis constipée. Ouais, ça c'est. Hmm. Ben là, je ne sais pas quoi vous dire parce que il faut que je comprenne pourquoi ça s'est créé. Parce que sinon, on va faire ce que vous faites déjà, c'est-à-dire que ben, il faut pousser vers le bas, donc il faut prendre des laxatifs, mais c'est pas nécessairement une solution holistique. Donc vous pouvez toujours prendre du Tripala, par exemple. Euh, mais est-ce que c'est la chose à faire? Ça peut être un signe d'indigestion. Ça peut être un signe de déshydratation, mais enfin, en premier lieu, il y a quelque chose que votre ventre ne doit pas aimer actuellement. Donc, justement, c'est compliqué là, Pascal, de vous répondre parce que je connais pas la cause, donc je peux pas vraiment répondre en fait. Sinon, je vais vous dire des trucs du genre, bah, prenez un laxatif, mais c'est pas une réponse ayurvédique ça. Donc, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Ta, ta, ta. Ah, il y a Nathalie qui nous a répondu. Ok. Donc Nathalie qui nous dit qu'elle n'a pas eu la sensation d'être autorisée à vivre sa vie. Ben oui, ça se sent. Donc du coup, il faut pas attendre l'autorisation en fait. C'est l'autorisation, il faut que vous la preniez, il faut que vous la donniez en fait, pour pouvoir être libre de cette problématique. Ni Anissa, petite question sur les apports en fer conseillés par mon gynéco, je préfère en naturel. Que me conseilles-tu vu que je mange 2 fois par semaine de la viande rouge ou foie? Euh, tu, 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 tu. Anissa, il me semble qu'il y a, je l'espère, une grossesse en cours. Donc du fer là-dessus, j'ai pas trop envie, sauf si t'es anémiée. Pourquoi? Parce que ça risque de constiper, d'aggraver encore plus Vata qui a une tendance à être perturbée. Euh, donc déjà en complément, si c'est pas. Après, je suppose qu'ils ont dû voir une carence martiale. Euh, Viande rouge ou foie. Donc l'idéal, bah, si tu manges 2 fois par semaine, vas-y franchement, prends ce qui a le plus de fer. Donc effectivement, des fois, 1 fois par semaine, du boudin 1 fois par semaine. On sait que c'est pas nécessairement notre plat préféré. Euh, donc ouais. Sinon, en cas de grossesse, l'aura, ça va en petite quantité euh, pour récupérer du fer. Mais après, le reste, c'est voilà, mais on y va doucement hein, pendant la grossesse avec le fer. Euh, Tony, pour rencontrer une de mes futures âmes sœurs, quels aspects de ma vie je dois améliorer, s'il vous plaît? Euh, Ah, j'ai pas de stylo. Ah si. Ah,
Moi qui pensais que ça allait être un YouTube live court, bah pas du tout en fait. Et j'ai encore des questions auxquelles j'ai pas répondu. Non, mais c'est sympa. C'est sympa parce que j'ai pas d'élèves depuis un mois là. Je suis un peu en manque, donc c'est sympa. Vous me faites bosser. Alors, Tony, euh, euh, Tony, ça dit que euh, alors, comment je vais vous dire ça? Vous êtes, ça dit que vous êtes trop concentré sur vous. Soyez concentré sur vos rencontres. Donc, soyez concentré sur comment rencontrer, concentrer sur l'autre, sur la rencontre, sur ça. Apparemment, ça dit que, j'ai envie de vous dire, les anges vous disent que euh, vous êtes trop centré sur vous et du coup, ça ne permet pas la rencontre ou suffisamment la rencontre avec l'autre. Donc, éventuellement, si vous sortez davantage, si, même en général, si vous prenez plus soin de votre relation sur comment va l'autre, comment il se sent, etc., c'est quelque chose qui va vous être positif dans votre vie sentimentale. C'est ce qui ressort, sans aucun jugement, bien sûr. Euh, hmm. Je ne sens pas de difficulté majeure à rencontrer des âmes sœurs pour vous. Il faut juste que vous sortiez, enfin que vous alliez à la rencontre de l'autre. Donc, que vous mettiez peut-être dans une situation inconfortable parce que si qui dit aller à la rencontre de l'autre, c'est rencontrer éventuellement sur des personnes qu'on ne connaît pas et sortir de son nid. C'est de ça que vous avez besoin de faire. Euh, Ah, bonjour Lorraine. Bah oui, oui, il va y avoir une rediffusion. Puis avec Justine aussi. Néo Short qui ne sait pas ce qu'il fait ou ce qu'elle fait ici. J'en suis désolée. Euh, je suis sur Live d'Angel qui me raconte comment guérir mon corps avec une tradition indienne. Ah, c'est bon, vous êtes sur de l'Ayurveda, donc tout va bien. Je vais essayer de faire les dernières questions. J'ai droit à plus de pouces up cette fois parce que je fais durable là. Normalement, je fais 1 heure. Alors, mon fils de 31 ans, de composition Vata Kappa, 1,80 m, 66 kg, souffre de déminéralisation dentaire qui rendent ses dents sensibles et sujettes aux caries malgré une alimentation équilibrée. Quel bain de bouche conseiller pour protéger ses dents et quelle autre solution pour reminéraliser Caroline? Alors, ben, Vata Kappa, bah oui, il y a du Vata en premier, donc l'émail est assez fine. C'est une constitution de naissance où c'est vraiment compliqué. Euh, donc, les bains de bouche avec Hari Medadi Thailam, je l'ai noté dans le chat. Déjà, il faut une hygiène buccale au poil, tout brossage de dents, fil dentaire, aller chez le dentiste 2 fois par an. Il faut qu'il prenne soin de ses dents comme de la prudelle de ses yeux. Le bain de bouche en déminéralisation. euh, on peut essayer. Je suis pas sûre qu'on va arriver à reminéraliser des dents, mais on va essayer. Si en tout cas ça doit être mieux, ça sera mieux comme ça. Vous prenez des coquilles d'œufs que vous faites tremper dans du jus de citron vert. Et le matin, vous prenez le jus de la coquille, pas sans la coquille bien sûr, que vous buvez le matin. Donc ça va donner une très grosse dose de calcium qui est facilement assimilable. Vous pouvez déjà faire ça, je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, ça a l'air d'être chronique. Je dirais qu'il pourrait faire ça 1 semaine tous les mois. Et là, comme c'est les dents, il va nous falloir du long terme et voir s'il y a une amélioration. Si avec ça, il n'y a pas d'amélioration sur 1 an, c'est qu'on ne va pas pouvoir reminéraliser, qu'il va falloir préserver ce qui est existant.
Alors, bien sûr, je pense que les dentistes diraient que c'est pas possible de reminéraliser, mais pour nous, en Ayurveda, il est souvent possible d'avoir plus d'amélioration. On croit beaucoup plus au vivant et la capacité de régénération du corps, mais pour les dents, j'ai quand même un doute. Donc, je vous dirais d'essayer ça. Bonjour, j'ai un point douloureux au niveau du bas du dos, proche du coccyx, assez localisé, gauche, côté gauche. Alors, bas du dos, proche du coccyx, localisé gauche. Il s'est déclenché au moment de mon premier jour des règles et n'a pas disparu depuis. Il est plus ou moins douloureux selon les jours. J'ai un pic de douleur au moment de l'ovulation. Je masse ça soulage. C'est toujours là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, vous avez un blocage de la sacro-iliaque. euh, Sûrement à cause. Alors, effectivement, il y a les règles qui tirent à cause des ligaments, des tendons, ça c'est une chose. Mais je pense qu'il est possible que votre bassin soit pas bien placé et que du coup la sacro-iliaque compense et que quand vous avez vos règles, vous avez mal. Vous voyez un peu l'enchaînement en chaîne justement. Donc vous vous dites ah bah j'ai mal parce que j'ai mes règles. Mais il est possible que ce soit juste le symptôme déclencheur. Donc là, il me faut un bon ostéopathe qui fasse euh, je ne sais pas si vous êtes sur Paris, moi j'en connais un très bien sur Paris. Euh, et il faut vraiment quelqu'un qui décortique et qui vous fasse, qui comprenne vraiment l'enchaînement et qui regarde le point d'origine, pas juste tiens, on vous remet ça et puis madame, vous revenez le mois prochain parce que ça aura encore bougé. Mais c'est, je pense ça. Après, vous pouvez masser, mais en fait, vous allez masser, les muscles du coup se tendent pour protéger le squelette. Donc vous allez juste aider le muscle à tenir. Mais l'objet, c'est qu'il faut remettre la sacro-iliaque correctement, voir le bassin. Parce que pourquoi la sacro-iliaque a bougé? Voilà. Après, il y a des euh, pour diminuer les douleurs, vous pouvez faire des fentes. Donc, vous mettez la jambe gauche devant. Ça va aider à détendre cette articulation-là. Et ramenez aussi la jambe vers vous. Vous vous allongez, vous ramenez la jambe vers vous et vous la décalez légèrement comme dans Happy Baby, légèrement sur le côté, juste la gauche. L'autre, elle ne nous intéresse pas. La droite, vous la gardez tendue et ça va essayer de remettre un peu le sacro-iliaque. Mais là, il faut que vous allez voir un pro. Deuxième question, que conseiller à une personne qui se mord la langue la nuit? Bah, faut arrêter de se punir. Bon, là, j'irai voir du psycho. Je rigole, mais j'irai voir du psychologique. Sinon, on peut faire du nasya, donc mettre des gouttes dans le nez de substances qui sont calmantes comme Brahmi Thailam, faire des exercices de respiration pour réguler Thailam, faire des exercices de respiration pour réguler le système nerveux central comme Nadi Shodhana, qu'on appelle aussi Anulom Vilom, ou Brahmari, la respiration de l'abeille. Euh, Éventuellement, cette personne peut prendre de la brahmi en plante aussi pour calmer le mental. Mais là, ça me fait beaucoup penser à un acte manqué d'autopunition quand même, hein. Bonjour, je voudrais savoir comment éliminer les douleurs qui vont de la hanche jusqu'au pied. Je ne sais pas si c'est une sciatique ou autre chose. Onde GSM. La cause. Parfois, j'ai aussi la même jambe qui devient comme une pierre dure. Je ne sais pas si c'est lié. Bah, ça ressemble comme ça à une sciatique, hein. Donc la sciatique, pour faire partir, il faut chauffer. Donc euh, vous pouvez mettre des patchs d'huile essentielle, d'où la douleur part. Normalement, si c'est une sciatique, ça part du bas du dos. Si c'est une fausse sciatique, ça part de la fesse. Si c'est une fausse sciatique, il faut faire détendre le muscle piriforme qui s'est contracté sur le nerf. Euh, voilà. Nous, on donne du gougoulou, différentes formes de gougoulou. Yoga Raja gougoulou, Tripala gougoulou.
que vous prendrez avant manger. Hem, voilà et à nouveau ostéo. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Ah, il y a Horus qui est arrivé. Bonjour, comment traiter les parasites sévères en Ayurveda? Les parasites, on les traite avec, Vidanga. Alors Vidanga, c'est très chauffant, hein, donc vous y allez, Vidanga, vous en prenez, allez, 1/3 de cuillère à café 2 fois par jour, avant manger. Les parasites, il faut que vous allégiez, il faut que vous regardiez ce qui peut nourrir le parasite, ça dépend des parasites, mais la plupart du temps, les parasites adorent le sucre blanc, youpi, donc pas de sucre blanc. Pensez que quand vous mangez, vous avez des parasites, que vous prenez du sucre blanc, ben, vous nourrissez vos animaux de compagnie, donc non. Ils vont se nourrir aussi de tout ce qui est trop gras et même, de tout ce qui est à base de blé, donc je vous raconte pas l'alimentation que ça fait. Hem, voilà, donc je vous conseille de vous mettre en monodiète type, j'en ai parlé avant que vous arriviez, de kitcheri, donc de riz, de lentilles, d'épices et que vous preniez du vidanga et éventuellement pour qu'on soit sûr, vidanga et vous pouvez prendre du neem avec. Bon, ça va dépoter, hein, comme mélange, hein. Pareil, 1/3 de cuillère à café avant manger, 2 fois par jour. Si c'est vraiment des parasites que vous avez, ça devrait partir. Si ça part pas avec ça, va peut-être falloir passer à l'allopathie. Mais bon, moi j'ai déjà attrapé des parasites, je m'en suis débarrassée avec ce genre de choses, là. Heu et je me souviens que même, l'allopathie ça servait à rien en fait. Donc bon, ça devrait bien se passer. Heu Il y a Tony qui a encore posé des questions. Je viens de m'installer à mon compte en tant qu'énergéticien. Quel aspect améliorer pour avoir de la clientèle, s'il vous plaît? Ça dit que bah, dites-moi. Heu je dis: «Ben, dites-moi» parce que, je suis pas trop de fan de tout ce qui est schizophrénique sur, les anges m'ont dit et cetera, mais ça se présente sous cette forme-là pour Tony, donc c'est pour ça que ça me fait rire. Les anges m'ont dit que. Vous avez besoin d'améliorer vos connaissances et votre savoir. Plus vous allez passer votre temps à étudier, plus de clientèle vous allez avoir. C'est ce que ça dit. Et je reviens sur le magnifique exemple que nous a permis d'avoir Nathalie, qui est que nous sommes une seule et même chose et que parfois l'action sur l'environnement extérieur n'est pas nécessairement ce qui va nous donner un résultat extérieur. Et par exemple, pour vous, le fait d'étudier, c'est de vous faire comprendre que vous savez. Et si donc vous savez, vous avez des clients et donc, bah, bizarrement, on vous appelle, par exemple. Voilà. Mais vous m'avez pas donné votre taille, j'ai pas pu vous répondre pour prendre du poids. Je suis contrariée, j'ai pas pu vous aider. Alors attendez, vous m'avez dit quoi? Je veux quand même vous dire quelque chose pour le quand on veut prendre du poids, bon 4 fois par jour, c'est bien. 1, 2, 3, 4. Pourriez même rajouter une collation, en heure début d'heure pita, donc milieu de matinée. Mettez du ghee dans votre alimentation, la viande, 2 fois par jour, mais juste pour prendre pas sur, ça c'est pas valable pour tout le monde, hein, c'est juste pour lui, pour prendre du poids. Viande 2 fois par jour. Vous pouvez aussi penser à prendre des oléagineux, en particulier type purée d'amande. Hem, voilà, c'est pas mal déjà. Voilà, beh, écoutez, est-ce qu'on est bon sur toutes les questions? On est bon sur toutes les questions. Bien écoutez, je suis ravie de votre participation hyper active pour un mois de d'août. Je craignais que tout le monde soit à la plage. Heu, donc apparemment non, ou alors vous me regardez depuis la plage, profitez bien. Je vous retrouve au mois de septembre pour un nouveau YouTube Live. Je vous souhaite un magnifique, mois d'août. Donc vous savez quoi faire. C'est un mois où il est conseillé de faire des mantras à Shiva, de regarder de quelles illusions vous pouvez vous défaire pour faire une meilleure rentrée, tout en mangeant des crudités. Et donc, bah, écoutez, très belle journée. Merci encore pour votre participation. C'est toujours un plaisir et à très bientôt.